Les troubles mentaux tels que la dépression ou l'anxiété sont devenus communs dans notre société. Le nombre de personnes qui en souffrent aujourd'hui a atteint des records dans l'histoire de l'humanité. Pourtant, nos connaissances sur le sujet sont très limitées. Nous cherchons donc à définir ces troubles. Un trouble psychique désigne un ensemble d'affections et de troubles d'origine très différentes, entraînant des difficultés dans la vie d'un individu, des souffrances et des troubles du comportement. Le trouble psychique le plus connu et celui dont nous allons parler aujourd'hui est la dépression. La définition scientifique de la dépression est un état mental marqué par une diminution du tonus neuropsychique. Elle se traduit par de la lassitude, une fatigabilité accrue et une tendance au pessimisme. Si ceci est une définition scientifique, l'idée la plus communément admise par les individus lambda est que la dépression est juste un moment de tristesse, un moment passager où on ne se sent pas très bien. Mais plus les scientifiques effectuent des études sur le sujet, plus leurs recherches montrent que la dépression, en plus de réellement handicaper les individus qui en souffrent, a un impact direct sur le cerveau. Cette maladie est donc très sérieuse, et comme toute maladie, elle peut être soignée, au moins en partie, avec des médicaments. Ces médicaments sont appelés antidépresseurs. S'ils sont consommés partout dans le monde, leur perception et leur consommation diffèrent en fonction des pays. Prenons par exemple les USA, où les antidépresseurs sont considérés comme des pilules miracles. Ils sont donc un des plus gros consommateurs au monde. Mais y a-t-il des méfaits à une culture pro-antidépresseurs ? L'origine de la dépression est très vague. On distingue plusieurs origines possibles. Premièrement, le facteur génétique. Dans une étude américaine de 2016, des scientifiques ont réuni plus de 300 000 individus. Environ 25% de cette population a été diagnostiquée pour des troubles dépressifs majeurs. Grâce à cette population, les scientifiques ont mis en évidence 17 variations génétiques qu'ils associent maintenant à la dépression. Si la génétique est un facteur, un seul gène ne peut pas être responsable pour la dépression. Il augmente seulement le risque de développer la maladie, mais il ne la cause pas. On appelle ce type de gène un gène de prédisposition. Mais si ce n'est pas la génétique, qu'est-ce qui déclenche la dépression ? C'est en général un facteur environnemental qui déclenche la dépression. Ce facteur peut être un événement du passé, comme un trouble de l'enfance, un événement récent tel qu'un décès, un accident ou une rupture, ou ce peut être à cause d'un état, c'est-à-dire le stress permanent ou la solitude. On remarque aussi des facteurs biologiques dans la dépression. On a notamment remarqué que la dépression est liée au sexe des personnes. Dans l'expérience mentionnée plus tôt, 62% de la population ayant des antécédents de dépression étaient des femmes. Cette inégalité s'exprime d'un point de vue hormonal, car les œstrogènes interviennent sur les humeurs. D'un point de vue neurologique, en revanche, on remarque une perturbation du fonctionnement du cerveau chez les hommes comme chez les femmes. Ce dysfonctionnement se traduit par des anomalies au niveau des neurotransmetteurs, sur lesquels nous nous pencherons plus tard. Étudions maintenant le fonctionnement du cerveau en temps normal pour mieux comprendre ces dysfonctionnements chez une personne dépressive. Commençons avec le circuit de la récompense. Pour qu'une espèce survive, ces individus doivent en premier lieu assurer leurs fonctions vitales, comme se nourrir, réagir à l'agression et se reproduire. L'évolution a donc mis en place dans notre cerveau des régions et circuits dont le rôle est de récompenser l'exécution de ces fonctions vitales par du plaisir ou une sensation agréable. Chaque zone du cerveau jouant un rôle dans ce circuit appelé circuit de la récompense est en réalité un regroupement d'une grande quantité de neurones interconnectés. Cette interconnexion est primordiale car elle permet la neurotransmission qui véhicule l'information du circuit de neurone en neurone. Maintenant, nous allons étudier la neurotransmission de plus près. Les émotions que l'on ressent et nos changements d'humeur proviennent de certains messages nerveux transmis dans le cerveau. Ces messages sont transmis par le biais de nos cellules cérébrales, les neurones. Cette transmission se fait du bouton synaptique, une partie du neurone présynaptique, à l'élément postsynaptique. Lors de la communication entre deux neurones, ils sont séparés par une fente, où la communication se fait par l'intermédiaire de substances chimiques appelées neurotransmetteurs. Les neurotransmetteurs, contenus dans des vésicules dans le bouton synaptique, sont libérés lorsque les vésicules s'attachent à la membrane du neurone et s'ouvrent quand le neurone est stimulé par l'arrivée d'un message électrique. Ce message est traduit en message chimique dans la fente synaptique et diffusé à l'élément postsynaptique
lorsque les neurotransmetteurs se fixent sur les récepteurs spécifiques. Cette diffusion terminée, les neurotransmetteurs sont recyclés dans le bouton synaptique où ils sont partiellement dégradés par des enzymes et partiellement remis dans des vésicules. Ce phénomène appelé recapture marque la fin de la transmission synaptique. Cette transmission, en revanche, ne se déroule pas de la même manière chez les personnes dépressives. Aujourd'hui, on sait grâce à des techniques comme l'imagerie par résonance magnétique ou IRM, permettant d'obtenir des vues en 2 ou 3 dimensions de l'intérieur du corps, que le cerveau d'une personne dépressive connaît une baisse de son activité cérébrale. Cette baisse d'activité touche des parties du cerveau comme le cortex préfrontal. Le cortex préfrontal est très impliqué dans les processus affectifs et motivationnels. Plus précisément l'inhibition, c'est-à-dire la motivation que notre corps doit avoir en fonction de la situation, la prise de décision et le contrôle de l'action basée sur la récompense, le contrôle de l'humeur et le comportement social. Et la dépression a notamment pour symptômes un manque de motivation, une humeur très irrégulière, une difficulté à prendre des décisions et un comportement d'isolation. Comme certaines parties du cerveau fonctionnent moins, d'autres sont en suractivité. Cette suractivité se situe dans l'aire motrice du cerveau et force les malades à utiliser plus de ressources de ces zones face aux épreuves du quotidien qu'une personne normale. À cause de cela, les dépressifs souffrent d'épuisement précoce qui rend extrêmement difficile les tâches du quotidien. On observe donc un changement dans l'activité cérébrale, mais il y a aussi des dysfonctionnements dans le système nerveux, spécialement au niveau des synapses que nous avons déjà évoquées. Chez une personne atteinte de dépression, on remarque une grande baisse d'activité de 3 neurotransmetteurs. La sérotonine, qui est impliquée dans le cycle du sommeil, la douleur et la régulation de l'humeur. Quand le corps en a moins, ce manque provoque de véritables changements d'humeur. Ce neurotransmetteur est donc très impliqué dans la dépression. La noradrénaline, qui est impliquée dans la vigilance et l'état d'alerte, elle, nous permet en temps normal d'avoir une capacité intellectuelle rapide et réfléchie. Pas assez de noradrénaline engendre une déprime qui peut donner l'impression aux malades qu'il n'y a pas d'issue à ces problèmes. Et enfin, la dopamine, qui enclenche la sensation du plaisir. Si elle est moins présente, les actions qui nous apportaient de la joie en temps normal ne nous feront plus rien ressentir. Ces neurotransmetteurs peuvent être en trop faible quantité ou peuvent être mal transmis. En effet, chez les personnes dépressives, il est fréquent que les signaux nerveux délivrés par les neurotransmetteurs soient mal acheminés. Pour remédier à ces problèmes, les malades peuvent utiliser des antidépresseurs. Ce manque de neurotransmetteurs dans la fente synaptique lors de la transmission synaptique résulte de leur recapture, qui est trop importante chez les dépressifs. En effet, les transporteurs de ces neurotransmetteurs, appelés SERT pour la sérotonine, NET pour la noradrénaline et DAT pour la dopamine, transfèrent les neurotransmetteurs de la fente à l'espace présynaptique. Lorsque la recapture est trop importante, la quantité des neurotransmetteurs dans la fente est trop faible et ils ne peuvent pas ou mal assurer la transmission des messages nerveux. Ce sont des transporteurs qui vont être la cible des antidépresseurs, plus spécifiquement ceux de la famille des inhibiteurs, de la recapture de la dopamine, de la sérotonine et de la noradrénaline. Ce sont les antidépresseurs les plus répandus et donc ceux sur lesquels nous allons nous pencher. Ils fonctionnent ainsi. Ils bloquent les transporteurs afin d'inhiber la recapture des neurotransmetteurs et d'augmenter leur quantité dans l'espace synaptique, n'empêchant pas pour autant leur synthèse dans le bouton et permettant leur réception par la cellule réceptrice et, par conséquent, la transmission des messages nerveux. Les antidépresseurs réussissent dans certains cas à améliorer l'humeur des dépressifs et à diminuer de manière plus ou moins importante les symptômes de leur dépression. Mais leur but, à l'opposé de l'idée commune, n'est pas de soigner la dépression, pour laquelle il n'existe pas de solution miracle. Leur but est d'apporter aux dépressifs une période normale pour qu'ils puissent tenter d'avoir une vie normale, où les simples tâches quotidiennes ne sont pas rendues plus difficiles par leur maladie. Les antidépresseurs sont, pour les dépressifs, en quelque sorte une canne qui les aide à marcher. Ces antidépresseurs, bien qu'ils puissent aboutir à des résultats positifs, ont, comme tout médicament, des effets secondaires plus ou moins importants. Ces effets varient selon l'individu et selon l'antidépresseur consommé et affectent le corps différemment. Effectivement, ils peuvent avoir des effets psychiques et causer de l'anxiété, des troubles du sommeil ou de nombreux troubles de l'humeur extrêmement handicapants. Il peut même y avoir des levées d'inhibition, autrement dit une montée d'idées suicidaires qui peuvent aboutir au suicide, surtout chez les enfants et les adolescents. Il peut aussi y avoir des effets neurologiques, amenant des tremblements ou de l'épilepsie,
ou des conséquences sur l'appareil digestif comme une sécheresse buccale ou une constipation. On compte aussi d'importants troubles cardiovasculaires qui peuvent provoquer des étourdissements et des vertiges, ou qui peuvent causer des symptômes allant d'un malaise à une mort subite. Parmi les effets principaux, on trouve les problèmes concernant les organes sexuels, surtout chez les hommes. Ceux-ci peuvent être des diminutions de la libido, des troubles de l'érection, des retards d'éjaculation ou des anorgasmies. Il existe d'autres effets possibles, tels que les troubles métaboliques ou urinaires, des malformations ou même le développement de l'alcoolisme. Ces nombreux effets secondaires possibles pourraient inciter un patient à arrêter sa consommation d'antidépresseurs. Mais même ceci doit être entrepris d'une certaine manière. En effet, en début de traitement, il faut prendre les antidépresseurs à petit dosage qui doit être augmenté petit à petit jusqu'à atteindre celui qui correspond à la prescription donnée. Pour arrêter l'usage des antidépresseurs, il faut agir de la même manière en diminuant progressivement le dosage du médicament. Un arrêt brutal peut entraîner un syndrome dont les symptômes sont tout aussi graves que les effets secondaires des antidépresseurs. Comme nous venons de le démontrer, les antidépresseurs ne sont pas des bombes pour la gorge. Ce sont des médicaments sérieux qui peuvent causer d'importantes altérations dans le corps. Ils ne devraient donc pas être pris à la légère, mais devraient être consommés avec prudence et seulement s'ils sont nécessaires. Mais les Américains, gros consommateurs d'antidépresseurs, sont-ils prudents dans leur prescription et consommation de ces médicaments? Aux États-Unis, le Centre national des statistiques de la santé montre que 12,7% de la population âgée de 12 ans ou plus prend des antidépresseurs. Ce chiffre bat celui des Français, auparavant connus comme les leaders de la consommation d'antidépresseurs dans le monde, et dont 10% prennent ces médicaments. Ce nombre peut paraître surprenant, étant donné que pour 12,7% des consommateurs américains d'antidépresseurs en 2014, seulement 6,7% de la population américaine était dépressif. De même, en 2012, 7,6% des individus utilisant des antidépresseurs n'avaient aucun symptôme de la dépression. Ces chiffres montrent une certaine excessivité de la part des Américains dans leur prescription des antidépresseurs, qui est le médicament le plus prescrit aux États-Unis. Son nombre de prescriptions étant même supérieur aux médicaments antidouleurs. Un article publié sur le site de CNN Health en 2007 fait part de l'histoire d'une femme qui n'était pas heureuse avec la manière dont son mari gérait leurs finances et à qui son médecin généraliste a prescrit des antidépresseurs. Cette affaire illustre la facilité avec laquelle certains médecins américains prescrivent ces médicaments, seulement pour essayer de remonter le moral de personnes saines, sans se soucier du fait qu'elles ne sont pas dépressives. Les antidépresseurs ont fondamentalement bouleversé le traitement de la dépression depuis leur arrivée sur le marché il y a environ 20 ans. Mais ce psychotrope qui, comme nous l'avons vu, ne soigne pas seul la dépression, est pourtant vendu comme s'il était le seul moyen de la traiter. Donc, les médecins devraient plus parler à la fois de la psychothérapie à leurs patients, mais aussi d'autres traitements. Nous retrouvons l'hypnose, la sophrologie, la méditation, la phytothérapie, l'homéopathie, l'immunothérapie, la sismothérapie, c'est-à-dire des électrochocs, et plein d'autres qui sont encore dans le stade de la recherche, mais qui sont dans différents domaines, comme par exemple la réalité virtuelle. Ces traitements ont prouvé une grande efficacité, qui n'est peut-être pas aussi universelle que celle des antidépresseurs, c'est-à-dire qu'ils ne soignent pas tous les différents types de dépression, mais ils sont donc plus spécifiques dans leur efficacité. Certains médecins expliquent que les antidépresseurs sont comme si l'on veut changer l'huile du moteur de sa voiture et qu'on ouvre le capot pour verser toute la bouteille d'huile sur le moteur. Une partie de l'huile tombera certainement au bon endroit, mais tout le moteur sera abîmé. La culture pro-médicaments et donc pro-antidépresseurs aux États-Unis, que nous avons vu précédemment, glorifie les antidépresseurs pour passer les autres traitements qui peuvent être aussi efficaces dans l'oubli. Il y a donc un favoritisme pour un traitement qui est relativement dangereux. Pour conclure, il existe toujours un manque de connaissances sur la dépression et donc sur les divers moyens qui pourraient aider les personnes dépressives, mais qui nous sont inconnus. Nous savons tout de même que la prise d'antidépresseurs peut être positive sur le long terme. Elle devrait néanmoins être impérativement encadrée par un spécialiste comme un psychiatre. Cette consommation devrait être aussi seulement pour les personnes qui en ont réellement besoin. Or, il y a une étude qui montre que moins d'un tiers des personnes qui prennent des antidépresseurs aux États-Unis ont vu un spécialiste dans l'année passée. Ce psychotrope dangereux n'est donc pas assez pris au sérieux aux États-Unis. Il y a même un site qui vend 28 antidépresseurs différents en ligne sans prescription. Pire encore, dans les recherches conseillées avec le mot antidépresseur antidepressant en anglais, nous retrouvons peut-on planer avec des antidépresseurs, les antidépresseurs me font planer, ou encore les antidépresseurs peuvent-ils avoir le même effet qu'une drogue. Certaines personnes les prennent donc pour ressentir des sensations et non pour traiter la dépression.
La prise d'antidépresseurs est-elle devenue une banalité aux États-Unis?